Bienvenue sur ce nouveau récit. À travers cette fiction, j'y aborde divers thèmes. J'y espère que l'histoire te plaira et qui sait, à la fin de l'épisode tu auras des clés de compréhension. Et si tu veux me soutenir, tu as mon lien sur la chaîne. Bonne écoute. Virginie ne se souvenait plus exactement du moment où l'idée du Mexique avait commencé à s'imposer. Peut-être était-ce après ce reportage qu'elle avait vu sur Géo, la chaîne des destinations de rêve. Le site de Teotihuacan l'avait fascinée. Elle se demandait comment l'homme avait pu façonner une telle merveille avec les moyens de l'époque. Elle n'y croyait pas vraiment. Tout en elle la ramenait à la théorie des anciens astronautes. Cette théorie qui affirme que certains hauts lieux, comme celui-ci, n'auraient pas pu être construits sans une aide extérieure venue d'ailleurs. Une hypothèse marginale, souvent moquée, mais qui continuait de la troubler. L'émission évoquait aussi Teotihuacan comme un lieu tellurique. Ce mot, elle le connaissait déjà. Elle en avait rencontré d'autres au fil de sa vie. Stonehenge, par exemple, ou encore le palais Jacques Coeur à Bourges, qu'elle avait visité l'été précédent. Des lieux différents, éloignés, mais qui partageaient cette même impression. Quelque chose y dépassait la simple prouesse humaine. Virginie s'intéressait aux lieux telluriques. Des lieux définis par la convergence de forces naturelles, mais reconnus avant tout pour l'effet qu'ils produisaient sur l'humain. Fatigue inexpliquée, clarté soudaine, malaise ou apaisement, comme si le corps percevait quelque chose que l'esprit ne savait pas encore nommer. Ces lieux, disséminés à divers endroits de la planète, avaient d'abord été reconnus par les peuples anciens. Ils y avaient bâti des temples, des sanctuaires, des monuments durables, sans toujours expliquer ce qui les avait guidés dans ces choix précis. Plus tard, des historiens, des anthropologues et des chercheurs indépendants avaient tenté de comprendre ces implantations, parlant de géobiologie, de lignes naturelles, de particularités du sol. Aucun consensus définitif n'avait jamais émergé. Virginie n'y voyait pas une vérité à défendre, ni une croyance à adopter, seulement une constante. À travers les siècles, à travers les cultures, certains lieux semblaient avoir été choisis parce qu'ils faisaient quelque chose à ceux qui s'y tenaient. Elle savait aussi que certains prétendaient mesurer ces fréquences. On parlait alors de radiesthésie, d'échelle de Bovis, de pendule, des outils discutés, contestés mais utilisés depuis longtemps par ceux qui tentaient de quantifier l'invisible. Virginie connaissait ces méthodes, elle savait ce qu'elles valaient, non pas comme des preuves, mais comme des grilles de lecture. Elle ne cherchait pas à mesurer quoi que ce soit, les chiffres l'intéressaient peu. Ce qui la frappait, c'était que, derrière ces tentatives parfois maladroites, revenait toujours la même intuition. Certains lieux ne laissaient pas le corps intact. Ils faisaient réagir avant même qu'on puisse comprendre pourquoi. Elle avait très envie du Mexique, mais un autre endroit l'attirait aussi, le Portugal. Ces paysages calmes, ces cercles de pierres anciens presque effacés. Un appel plus discret, moins brûlant, comme une possibilité laissée ouverte. Virginie comprenait que cette hésitation n'était pas un simple choix de destination. Ce n'était pas une question de climat, de budget ou de paysage. C'était une tension plus intime, plus sourde. Le Mexique l'appelait comme on appelait quelqu'un par son vrai prénom, celui qu'on n'utilisait plus depuis longtemps. Le Portugal, lui, ne l'appelait pas. Il l'attendait. Elle tentait de se projeter. Au Mexique, elle se voyait marcher longtemps, fatiguée sans raison précise, le regard attiré par des détails insignifiants. Une pierre déplacée, une odeur de poussière chaude, une sensation de vertige passagère. Elle savait déjà qu'elle n'y dormirait pas bien. Quelque chose, là-bas, travaillait en profondeur, sans douceur. Le Mexique n'était pas une promesse de réponse, c'était un lieu qui posait de mauvaises questions, celles qu'on ne refermait pas une fois ouvertes. Le Portugal, au contraire, lui apparaissait comme une ligne continue. Une terre où elle pouvait rester intacte, les cercles de pierre presque effacés, les collines calmes, l'Atlantique sans excès. Rien de spectaculaire, rien qui forçait, juste assez pour sentir que le monde pouvait encore tenir sans se fissurer. Le Portugal n'exigeait rien d'elle, il offrait une présence. C'était là qu'elle comprenait ce qui la retenait vraiment. Elle n'avait pas peur du Mexique, elle avait peur de ce qui pouvait ne plus la suivre après. Depuis des années, elle avançait avec cette sensation diffuse d'être accompagnée. Pas guidée au sens mystique, pas protégée non plus, simplement accompagnée. Comme une main posée quelque part derrière le sternum, discrète mais constante. Et elle sentait confusément que certains lieux ne dialoguaient pas avec cette présence. Ils la dissipaient. Elle pensait alors à une évidence qu'elle avait longtemps refusée. Tous les chemins ne permettaient pas de revenir identiques. Certains exigeaient une perte nette, non pas spectaculaire, mais définitive. On ne savait jamais exactement ce qui se détachait, seulement que quelque chose ne répondait plus à l'appel. Ce soir-là,
En fermant son ordinateur, Virginie ne choisissait ni le Mexique ni le Portugal. Elle choisissait de ne plus se mentir sur la nature de son désir. Le Mexique n'était pas une destination. C'était un seuil. Le Portugal, une continuité. Et pour la première fois, elle acceptait cette pensée sans la corriger. Il se pouvait que la guidance ne l'accompagne pas partout, non par punition, non par erreur, mais parce que certains passages exigeaient d'être traversés seuls. La nuit tombait sans lui apporter de signes. Et c'était précisément cela qui la troublait le plus. Virginie ne trouvait pas le sommeil. Le corps était étendu, mais l'esprit restait en veille, traversé par des images sans ordre précis. Les heures passaient sans qu'elle puisse dire si elle dormait vraiment ou si elle faisait semblant. À un moment, sans décision claire, elle pensait à cette méthode qu'elle connaissait, celle de Natacha Calestrémé. Elle n'y croyait pas plus qu'elle ne la rejetait. C'était là, disponible. Elle se disait qu'elle pouvait essayer, juste pour voir. Elle ne connaissait pas le nom de son guide, elle ne l'avait jamais cherché. Elle prenait le premier livre à portée de main, Le Zèbre d'Alexandre Jardin. Elle fermait les yeux, elle formulait la phrase mentalement, sans emphase, presque machinalement. Puis elle ouvrait le livre au hasard et posait ses 2 pouces sur la page. Quand elle regardait, le prénom apparaissait immédiatement. Camille. Il n'y avait pas eu de suspense, pas de doute, le mot était là, net, comme s'il n'avait jamais pu en être autrement. Et aussitôt, sans réflexion, une image lui venait en tête. Camille, le livreur de charbon de son enfance. Elle le revoyait très distinctement. Sa carrure, son visage toujours un peu noirci par la poussière, sa voix calme. Il venait régulièrement livrer le charbon à la maison. Il parlait peu, mais quand il parlait, tout ralentissait. Il avait cette manière de prendre le temps, de poser les choses, les sacs, les mots. Elle se souvenait surtout de ses mains, grandes, solides, précises. Des mains qui faisaient un travail lourd sans jamais brutaliser ce qu'elles touchaient. Cette association la surprenait à peine. Elle ne cherchait pas à l'expliquer. Elle constatait simplement que le prénom ne restait pas abstrait. Il s'était immédiatement incarné, pas en ange, pas en silhouette lumineuse, en un homme réel, modeste, rassurant, ancré. Elle restait un moment avec cette image, sans joie particulière, sans peur non plus, juste une forme d'évidence tranquille. Si un guide devait avoir un visage, ce serait peut-être celui-là, quelqu'un qui portait, qui livrait, qui repartait sans bruit. Elle refermait le livre, Camille ne disait rien de plus, et cela lui semblait suffisant. Elle finissait par s'endormir. Le sommeil venait sans rupture, comme si la nuit avait simplement repris sa place. Au réveil, elle se souvenait du rêve, le Mexique, rien de flou, rien de décousu. Tout était intact dans sa mémoire. Les couleurs, la lumière, la sensation de chaleur sur la peau. Elle se rappelait des lieux sans pouvoir toujours les nommer. Des pierres, des escaliers, des espaces ouverts. Elle avançait sans précipitation, attentive à ce qui l'entourait, comme si elle savait déjà où poser les pieds. Il n'y avait pas de voix, pas de message, aucun signe explicite. Seulement cette impression persistante d'être arrivée quelque part où elle n'avait encore jamais mis les pieds, et pourtant sans être en jetée. Le Mexique ne se présentait pas comme une découverte, mais comme une évidence différée, par hasard. À la radio, elle entendait Ana Moura et sa chanson entraînante. La langue portugaise s'installait dans la pièce sans prévenir, portée par une voix qu'elle reconnaissait sans chercher à la nommer. Puis l'animateur reprenait l'antenne. Camille Combal resituait la chanson, sortie en 2022, ajoutait quelques mots, puis passait à autre chose. Virginie faisait un lien furtif. Camille, le Portugal. Rien de plus. Elle n'y prêtait pas attention. Pas vraiment. Le moment glissait aussitôt, absorbé par le cours ordinaire de la matinée. Pourtant, quelque chose restait, en suspens, comme une note tenue un peu trop longtemps. Ce n'est que plus tard qu'elle le reconnaissait, ce premier signe discret, presque banal, et il lui apparaissait alors comme une évidence tranquille. Camille lui avait répondu. C'était un vendredi, et ce soir-là, elle se disait qu'elle le passerait devant sa télévision. Dans sa tête, la soirée était déjà tracée. À 20h, sur la chaîne Histoire, une émission sur les Mayas était annoncée. Elle y pensait sans s'y accrocher vraiment. Après tout, se documenter faisait aussi partie du voyage. Même quand le voyage n'était encore qu'une idée. Elle se projetait vaguement, le canapé, la lumière tamisée, rien de plus. Vers 18h, le téléphone sonnait. C'était Claire, sa plus vieille amie, sa plus tendre aussi. Elle lui proposait de sortir, d'aller en ville, de manger ensemble. Virginie hésitait à peine. La soirée qu'elle avait imaginée se dissolvait sans résistance. Elle acceptait. À table, la conversation venait naturellement. Elle parlait de ce qui l'occupait depuis quelques jours, le Mexique, cette attraction persistante, puis le Portugal, cette autre possibilité, plus calme, plus discrète. Elle disait son hésitation sans chercher à la résoudre. Claire l'écoutait, elle laissait faire. Et dans cet espace-là, sans pression, Virginie remarquait quelque chose. Lorsqu'elle parlait, le Mexique prenait plus de place que prévu. Les phrases revenaient à lui, presque systématiquement.
Elle s'en rendait compte sans encore savoir ce que cela impliquait. Claire expliquait qu'elle venait de terminer le livre des 4 accords Toltec. Elle parlait surtout du premier. Que ta parole soit impeccable. Elle disait combien cela l'avait bouleversée, pas dans les grandes déclarations, mais dans le quotidien. Elle racontait comment elle avait commencé à faire attention aux mots qu'elle utilisait, à ceux qu'elle prononçait sans y penser, à la façon dont une phrase pouvait enfermer, blesser ou au contraire ouvrir un espace. Elle parlait de la parole qu'on se jette à soi-même aussi, de ces phrases intérieures répétées machinalement, comme des verdicts. Et elle disait que, depuis, elle essayait de parler avec justesse. Moins, mieux, sans se trahir. Virginie l'écoutait attentivement, elle connaissait cet accord. Elle savait à quel point il était exigeant. Être impeccable ne voulait pas dire être parfait. Cela voulait dire être aligné. Dire ce que l'on pensait réellement. Ne pas utiliser les mots pour manipuler, séduire ou se protéger. Elle savait aussi combien cet accord pouvait être inconfortable, parce qu'une parole juste oblige parfois au silence. Claire enchaînait avec le deuxième. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Elle expliquait combien cela avait allégé ses relations. Comprendre que ce que l'autre disait, faisait ou ne faisait pas, parlait d'abord de lui, de son histoire, de ses peurs, de ses filtres. Que tout ramener à soi était une fatigue immense, et que lâcher cela ne rendait pas indifférent, mais libre. Virginie acquiesçait intérieurement. Elle savait combien cet accord était difficile à tenir, combien l'ego aimait s'inviter partout, même là où il n'était pas convié. Puis venait le troisième. Ne fais pas de suppositions. Claire disait que c'était peut-être celui qui l'avait le plus désarmé. Elle parlait de toutes ces histoires qu'on se raconte sans vérifier, de ces scénarios silencieux qui se construisent à partir d'un regard, d'un message absent, d'un mot mal interprété. Elle disait combien elle s'était rendue compte que la plupart de ses souffrances venaient de là, de ce qu'elle croyait comprendre sans jamais demander. Virginie sentait une résonance immédiate. Elle savait à quel point les suppositions pouvaient empoisonner même les relations les plus sincères. Enfin, Claire évoquait le quatrième « Fais toujours de ton mieux ». Elle précisait que ce n'était pas une injonction à la performance. Au contraire, faire de son mieux variait selon les jours, l'état du corps, la fatigue, les circonstances. Certains jours, le mieux était peu. D'autres, il était immense. L'important était de ne pas se juger après coup, de ne pas ajouter une couche de violence à ce qui avait déjà été donné. Virginie réalisait alors, avec une clarté tranquille, que ces accords avaient effectivement changé sa vie aussi. Peut-être pas de manière spectaculaire, mais profondément. Ils lui avaient appris une chose essentielle, avancer sans se mentir, ni à soi, ni aux autres. Et à cet instant précis, elle comprenait pourquoi cette conversation surgissait maintenant, avant même de choisir un pays, avant même de partir. Il fallait s'assurer que la parole intérieure soit juste, que les projections soient désamorcées, que les suppositions soient mises à distance et que le chemin soit emprunté sans se juger. Le Mexique ou le Portugal viendraient après. D'abord, il fallait être en accord. L'apéro terminé, le serveur arrivait avec les cartes et la suggestion du jour. Il la présentait machinalement, avec cette voix un peu chantante, qu'ont ceux qui la répètent toute la soirée. Claire prenait le temps de lire, attentive, curieuse. Elle finissait par choisir la suggestion sans hésiter davantage. Virginie, elle, n'avait pas besoin de réfléchir longtemps. Elle préférait l'entrecôte sauce champignon, accompagnée de frites. Un choix sûr, connu, quelque chose de solide, de rassurant. Elle commandait presque par habitude, avec ce sentiment agréable de savoir exactement ce dont elle avait envie. Claire avait pris l'assiette du chef. Quand le serveur apportait le plat, elle découvrait un bacalao à bras, la morue effilochée, les pommes de terre allumettes, les œufs liés, les olives noires sur le dessus. Une odeur chaude, simple, immédiatement reconnaissable. Virginie levait les yeux vers l'assiette. Le Portugal, encore, elle ne disait rien. Elle souriait à peine. Elle se contentait de constater. Parmi toutes les possibilités, c'était ce plat-là qui s'était imposé. Pas spectaculaire, pas symbolique au premier regard, juste présent. Elle mangeait son entrecôte sans commentaire, attentive à ce qui se jouait en silence. Ce n'était pas un signe de plus, c'était le même qui insistait, sous une autre forme, plus concrète, plus terrestre. Et elle se disait que, décidément, certains messages ne cherchaient pas à convaincre. Ils revenaient. Pourtant, dans son fort intérieur, bien que partagé, son cœur basculait vers le Mexique. Elle terminait son repas et parlait à Claire de sa passion pour les anciennes civilisations, et plus particulièrement pour les Mayas. Elle insistait sur l'importance, pour elle, d'aller poser ses pieds sur cette terre qu'elle disait sacrée. Elle parlait du Machu Picchu avec une forme de dévotion, comme si le nom lui-même contenait déjà une promesse. Elle était émerveillée par tant de beautés anciennes, sans savoir vraiment se l'expliquer. Le repas terminé, Virginie rentrait chez elle, de plus en plus convaincue que l'Amérique latine l'appelait. Les jours suivants, rien ne semblait changer.
Et pourtant, tout prenait une teinte légèrement différente. Virginie continuait ses habitudes, ses trajets, ses lectures, mais son esprit revenait sans cesse au même point, comme attiré par une force silencieuse. Elle n'en parlait plus vraiment, ni à Claire, ni à personne. C'était devenu trop intime pour être formulé. Elle remarquait cependant des détails qu'elle aurait autrefois laissés passer. Un article lu par hasard évoquait les cités précolombiennes. Une émission, allumée sans y penser, parlait des rites anciens et du rapport sacré à la terre. Même les vitrines des librairies semblaient s'être liguées pour exposer des ouvrages aux couvertures ocre et solaires. Virginie n'y voyait pas encore un signe. Elle parlait plutôt de coïncidence, avec ce léger sourire de ceux qui se méfient de leurs propres élans. Pourtant, quelque chose insistait. Ce n'était ni une voix, ni une image précise, mais une sensation persistante, comme une absence qui occupait soudain beaucoup trop de place. Le soir, en rentrant chez elle, elle restait parfois immobile quelques secondes, les clés à la main, avec l'étrange impression d'avoir oublié quelque chose d'essentiel. Elle ne savait pas quoi. Elle savait seulement que ce n'était pas matériel, et cette absence-là, sans visage et sans nom, commençait doucement à orienter ses pensées. À ce stade, Virginie se sentait perdue. Les signes semblaient se répondre et se contredire dans un équilibre troublant. Autant d'indices semblaient la pousser vers le Portugal que vers le Mexique, comme si le monde s'amusait à brouiller les pistes. Une chanson en portugais entendue au détour d'une rue, un article sur Lisbonne lu par hasard, puis, presque aussitôt, une image de pyramide maya, ou un mot espagnol surgissant sans raison. Elle avait la sensation étrange d'être observée, non par quelqu'un, mais par quelque chose de plus vaste. Pas une menace, plutôt une mise à l'épreuve. Elle comprenait confusément que ce qui se jouait là ne concernait pas un pays, ni même un voyage. Il s'agissait d'autre chose, d'un choix plus intime. Virginie commençait à percevoir ce flottement comme un test silencieux. L'univers ne lui montrait pas un chemin clair, il lui demandait si elle était capable d'écouter autrement. Non pas les signes extérieurs, trop nombreux, trop bavards, mais cette guidance intérieure qu'elle avait longtemps consultée pour les autres et si rarement pour elle-même. Plus elle cherchait à comparer, à rationaliser, plus les indices se multipliaient. Et plus elle se taisait intérieurement, plus une direction semblait vouloir émerger, encore floue, encore fragile. Elle n'avait pas encore choisi. Mais elle sentait que le véritable enjeu n'était pas la destination. C'était sa capacité à se faire confiance. Virginie cherchait à céder. « Aide-toi et le ciel t'aidera » était une de ses phrases préférées qu'elle appliquait dès qu'elle le pouvait. Elle décidait alors d'utiliser son support favori, son jeu de cartes. Elle sortait de son tiroir à oracle son petit Lenormand. Attablée, concentrée, elle tenait son jeu entre ses deux mains. Puis elle faisait appel à son guide. « Camille, montre-moi le chemin. » Le jeu montrait clairement le voyage. Le vaisseau, la cigogne, le vol en avion étaient sans équivoque. Le jeu révélait aussi la difficulté qu'elle éprouvait à prendre sa décision. Enfin, l'étoile et le trèfle semblaient lui conseiller d'écouter sa voix intérieure. Elle rangeait ses cartes en se disant qu'elle n'était pas plus éclairée qu'au départ. Elle téléphonait alors à Claire pour lui raconter ce qu'elle venait d'expérimenter. Cette conversation suffisait, à elle seule, pour que Virginie comprenne qu'elle était bel et bien testée sur son chemin évolutif. Elle réfléchissait longuement, puis allait dormir. Au réveil, ses rêves la mettaient en garde. Elle se voyait descendre les marches du Machu Picchu. Sa décision se prenait en même temps que son premier café. Elle irait au Mexique. Ce jour-là, Virginie réservait son billet. Le départ était prévu pour la deuxième quinzaine de mars. Elle partirait dans quelques semaines. Ce délai lui laissait le temps de faire son passeport, d'organiser les choses, de préparer son absence pour une dizaine de jours. Rien n'était précipité. Tout semblait, au contraire, s'ordonner naturellement. La décision n'avait pas dissipé toutes les questions, mais elle avait fait taire l'agitation intérieure. Pour la première fois depuis longtemps, Virginie n'avait plus besoin de signes. Elle avançait, elle ne voulait rien rater. Elle partait tôt afin d'avoir largement le temps de s'enregistrer. Le lendemain, elle quittait sa maison à 9 heures précises, direction l'aéroport. La navette qu'elle avait réservée l'attendait comme prévu. 1h30 de trajet la séparait de ses vacances. Dans sa tête, elle revérifiait tout. Elle arrivait à l'aéroport, quelque chose clochait immédiatement. Elle ressentait le chaos avant même de le comprendre. Les visages étaient tendus, les passagers affolés, les voix plus fortes que d'habitude. Très vite, l'information circulait. Grève sauvage. Les avions restaient au sol. Rien ne décollait. Virginie rentrait chez elle, penaude. La valise n'avait pas bougé, le chat retrouvait ses habitudes, et le silence de la maison contrastait avec l'agitation qu'elle venait de quitter. Tout s'était arrêté aussi brusquement que cela avait commencé. Elle téléphonait à Claire pour lui raconter ce qui s'était passé. La grève, l'attente, l'avion cloué au sol. Elle parlait sans colère, presque calmement, comme si quelque chose en elle avait déjà compris. Claire l'écoutait attentivement,
puis lui faisait simplement remarquer qu'elle aurait sans doute mieux fait de s'écouter dès le départ. Tous les signes étaient là, sous ses yeux. Les jours suivants, Virginie reprogrammait ses vacances. Cette fois, elle choisissait le Portugal. Le départ était prévu pour le mois d'août. Elle n'avait plus besoin de comparer, ni de demander. Elle savait. J'espère que ce récit t'a plu. Ce n'est pas facile de s'écouter, de suivre son intuition. Tu sais, cette toute première sensation, celle qui surgit quand on doit prendre une décision. Pourtant, les erreurs font partie de notre chemin. Elles sont là pour nous faire évoluer. Cette fois-ci, Virginie a échoué. Plus tard, l'univers lui resservira une autre situation, sur un plateau doré, afin d'évaluer si elle se fait désormais confiance ou non. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes tous testés. Cela explique pourquoi nous revivons encore et encore les mêmes situations. Tant que nous ne comprenons pas, nous répétons. Tu as une anecdote à raconter? Tu peux aider la communauté en la déposant en commentaire. Fais ce que tu veux de ta vie, mais fais le bien. À bientôt.